Le 2 mars 1945, quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées. Un message radio arrive de la 3e armée du général George Smith Patton Jr. L'officier d'état-major qui le lit se fige. Ses mains tremblent. Le message ne comporte que 17 mots, mais ces 17 mots résonneront à jamais dans l'histoire militaire. I've taken 3 West 2 divisions. What do you want me to do? Give it back? Seulement 48 heures plus tôt, le quartier général d'Eisenhower avait formellement ordonné à Patton de ne pas attaquer Trèves, la plus ancienne ville d'Allemagne, fondée par les Romains plus de 2000 ans auparavant. Les renseignements estimaient qu'il faudrait 4 divisions pour la prendre. Patton l'avait conquise avec 2. Pendant que le quartier général débattait encore de l'autorisation de l'attaque, Patton avait déjà gagné la bataille. Il demandait maintenant, avec un sarcasme évident, s'il voulait qu'il rende l'antique cité aux nazis. C'est l'histoire de l'audace militaire face à la prudence bureaucratique, d'un général qui pensait qu'il était plus facile de demander pardon que la permission, et de ce qui arriva quand le commandant le plus controversé de l'Amérique refusa d'accepter un nom. Trèves, Allemagne, une ville plus ancienne que le christianisme lui-même. Lorsque les légions de Jules César pénétraient en Germanie en 58 avenue Jésus-Christ, elles trouvèrent la tribu celtique des Trévires prospérant sur les rives de la Moselle. César les conquit et Rome transforma leur établissement en Augusta Trevorum, capitale de la Gaule belgique. Pendant plus de 2 millénaires, des empereurs foulèrent ces rues. Constantin le Grand y promulgua des édits et des princes médiévaux y régnèrent depuis ses tours. En février 1945, Trèves avait survécu à 2000 ans d'histoire. Elle affrontait maintenant son épreuve la plus dure, devenue forteresse dans la défense désespérée du Troisième Reich par Hitler. Le général George Smith Patton Jr. étudiait les cartes de la vallée de la Moselle dans son quartier général, après avoir soulagé Bastogne pendant la bataille des Ardennes. Sa 3e armée avait reçu l'ordre d'adopter une défense agressive le long de la frontière allemande. Pour Patton, cette expression était un oxymore. Il n'existait pas de défense agressive, seulement l'attaque ou la retraite. Et Patton ne reculait jamais. Son supérieur, le général Omar Nelson Bradley, commandant du 12e groupe d'armée, avait d'autres problèmes. Le commandant suprême Dwight David Eisenhower avait donné la priorité aux opérations du maréchal britannique Bernard Montgomery dans le nord. Cela signifiait que les forces de Bradley, dont la 3e armée de Patton, recevraient des approvisionnements et des renforts réduits. 2 des meilleures divisions de Patton, la 95e d'infanterie et la 17e aéroportée, avaient été retirées et envoyées à Montgomery. Patton était furieux, mais il avait un plan. Il l'appelait « reconnaissance armée », un terme délibérément vague qui pouvait signifier n'importe quoi, d'une simple patrouille à un assaut à pleine échelle. Dans l'interprétation de Patton, reconnaissance armée signifiait attaquer avec cette division vers 3 objectifs, Prüm, Bitbourg et Trèves. Trèves était le prix. L'antique cité commandait les passages de la Moselle et contrôlait les approches occidentales de la région industrielle de la Sarre. La prendre ouvrirait une brèche dans la ligne Siegfried et la porte vers le Rhin. Les renseignements estimaient les forces allemandes à Trèves à une division complète renforcée par de l'artillerie, avec des réserves supplémentaires à proximité. Le terrain était impitoyable, collines abruptes, forêts denses et rivières gonflées par le pire hiver depuis 38 ans. Le 10 février, Bradley appela Patton avec de mauvaises nouvelles. Eisenhower transférait encore des divisions du 12e groupe d'armée à la 9e armée du général William Simpson, qui opérait sous le commandement de Montgomery. Patton explosa. Sa 3e armée, qui avait sauvé Bastogne et brisé les contre-offensives allemandes, était traitée comme une force secondaire. Pendant que Montgomery préparait une nouvelle bataille minutieusement planifiée, Patton donna ses ordres à ses commandants de corps. Le général de division John Milliken, avec le 3e corps, avancerait à travers la région de l'Eifel. Le général de division Walton Walker, avec le 20e corps, pousserait vers la Sarre. Le général de division Menton Eddy, avec le 12e corps, progresserait vers Trèves. L'offensive commença le 7 février dans des conditions épouvantables. Les soldats combattirent dans la neige, la glace et la boue. Les rivières devinrent des obstacles nécessitant des prouesses d'ingénierie pour être franchis. Les défenseurs allemands se battirent avec acharnement, sachant qu'ils défendaient leur patrie. À la fin février, les forts de Patton avaient pris Prüm et Bitbourg, saignant à blanc les Allemands dans des combats brutaux. Trèves se dressait désormais devant eux, la plus ancienne ville d'Allemagne, défendue par des troupes désespérées qui connaissaient chaque rue et chaque bâtiment. La 10e division blindée, faisant partie du 20e corps de Walker, approchait la ville par le nord-ouest. La 94e division d'infanterie manœuvrait par le sud-ouest. Les reconnaissances aériennes rapportaient de solides défenses allemandes.
Le 1er mars, le quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées, chef, envoya un message à la 3e armée. Contournez Trèves. Les estimations des renseignements indiquaient que la prise de la ville exigerait 4 divisions et causerait des pertes inacceptables. Les anciennes fortifications combinées aux défenses allemandes modernes la rendaient trop coûteuse à assaillir. Les ordres étaient clairs, évitez Trèves. Patton lut le message et sourit. Ces divisions étaient déjà en mouvement. La 10e division blindée, commandée par le général de division William Morris, avait poussé des éléments de reconnaissance jusqu'aux abords de la ville. La 94e division d'infanterie se rapprochait par le sud. La résistance allemande, bien que déterminée, s'effritait sous la pression incessante. Patton prit sa décision. Attaquer immédiatement, avant que le chef ne puisse renforcer l'ordre de contourner la ville. 1er mars 1945. À l'aube, la 10e division blindée frappa Trèves de plusieurs directions. Les chars Sherman enfoncèrent les barrages routiers allemands. L'infanterie avança derrière des barrages d'artillerie qui ébranlèrent les anciens murs romains. La 94e division d'infanterie attaqua par le sud, repoussant les défenseurs allemands vers le centre-ville. Le combat fut intense, mais bref, les troupes allemandes, épuisées par des mois de retraite et à court de munitions, ne purent résister aux tactiques combinées américaines. Le combat commande B de la 10e division blindée perça les faubourgs nord-ouest. Les génies lancèrent des ponts sur la Moselle sous le feu ennemi. À la tombée de la nuit, des chars américains étaient dans les rues de la ville. Le 2 mars apporta l'assaut décisif. L'infanterie américaine nettoya les bâtiments méthodiquement. La Porta Nigra, la porte noire construite par les Romains en 180 après. Jésus-Christ vit des soldats américains combattre maison par maison dans des rues médiévales. La basilique de Constantin, où les empereurs romains tenaient autrefois leur cour, devint un champ de bataille. Des tireurs embusqués allemands tiraient depuis les clochers. L'artillerie américaine répondit en veillant soigneusement à épargner les structures historiques les plus importantes. Dans l'après-midi, la résistance allemande organisée s'effondra. Plus de 6000 soldats allemands se rendirent. La ville que le chef estimait nécessiter 4 divisions pour être prise était tombée aux mains de 2 divisions, la 10e blindée et des éléments de la 94e d'infanterie, en moins de 48 heures. Les pertes américaines furent étonnamment légères, moins de 200 tués et blessés. Le général de division Hobart Gay, chef d'état-major de Patton, rédigea le rapport d'après-action. Patton le lut, puis prit le bloc-message. Il écrivit 17 mots qui deviendraient légendaires. I've taken 3 West 2 divisions. What do you want me to do? Give it back? Le message était typique de Patton. À la fois un rapport, une fanfaronnade et une pique adressée au planificateur prudent du chef qui avait tenté de l'arrêter. C'était aussi un défi lancé à Bradley et Eisenhower. Je viens de prendre l'une des villes les plus importantes d'Allemagne, en avance et avec moins de moyens. Qu'allez-vous faire à ce sujet? Au quartier général de la 3e armée, les officiers d'état-major rirent en transmettant le message. Ils connaissaient la réputation d'insubordination de leur commandant, mais ils connaissaient aussi son palmarès. Depuis qu'elle était devenue opérationnelle en Normandie le 1er août 1944, la 3e armée avait libéré plus de territoires, capturé plus de prisonniers et infligé plus de pertes que toute autre armée alliée en Europe. Les méthodes de Patton étaient peu orthodoxes, sa personnalité abrasive, mais ses résultats étaient indéniables. Le message parvint au quartier général du 12e groupe d'armée à Luxembourg, où le général Omar Nelson Bradley le lut avec des sentiments mitigés. Bradley et Patton étaient amis depuis leurs années à West Point. Ils avaient servi ensemble en Afrique du Nord, en Sicile et en France. Bradley connaissait Patton mieux que tout autre commandant supérieur. Son génie dans la guerre mobile, son instinct pour exploiter les faiblesses ennemies, son agressivité implacable. Il connaissait aussi ses défauts, son insubordination, son manque de sensibilité politique, sa tendance à provoquer des incidents diplomatiques. Les incidents de gifles en Sicile avaient failli mettre fin à la carrière de Patton. Ses commentaires hors micro aux journalistes causaient régulièrement des migraines à Eisenhower. Et maintenant ceci, se moquer ouvertement des estimations des renseignements du chef tout en annonçant une victoire remportée en dépit des ordres. Mais Bradley ne pouvait nier l'exploit. Trèves était une grande ville allemande, un nœud de communication essentiel et une porte d'accès à la région industrielle de la Sarre. Sa prise raccourcissait les lignes d'approvisionnement alliées, privait les Allemands d'une importante forteresse et démoralisait les troupes ennemies qui s'attendaient à tenir la ville pendant des semaines. La rapidité de la victoire et les pertes légères en faisaient un exemple parfait de guerre blindée. Bradley décrocha le téléphone pour appeler Eisenhower au chef. Le commandant suprême devait être informé à la fois de la victoire et du message. Et Bradley devrait gérer soigneusement la réaction d'Eisenhower, car Patton venait encore de le faire,
remporter un succès militaire spectaculaire tout en insultant simultanément ses supérieurs. Quartier général suprême des forces expéditionnaires alliées, Reims, France. Le général Dwight David Eisenhower était assis à son bureau, relisant pour la 3e fois le message de Patton. 16 officiers d'état-major attendaient sa réaction. La pièce était silencieuse, hormis la fumée des cigarettes qui tourbillonnaient dans la lumière de l'après-midi. La relation d'Eisenhower avec Patton était complexe et remontait à des décennies. Ils s'étaient rencontrés à West Point, avaient servi ensemble pendant la Première Guerre mondiale et étaient restés amis durant l'entre-deux-guerres. Quand la guerre avait éclaté à nouveau, Eisenhower avait offert à Patton des commandements en Afrique du Nord et en Sicile. Malgré la réputation controversée de Patton, après que les incidents de gifles eurent presque détruit sa carrière, Eisenhower l'avait protégé, l'avait maintenu sur le théâtre européen et lui avait finalement confié la 3e armée. Il l'avait fait parce que Patton était irremplaçable. Les Allemands le craignaient plus que tout autre commandant allié. Les services de renseignement allemands consacraient d'énormes ressources à suivre ses mouvements. Quand Patton commandait le fictif First United States Army Group en Angleterre avant le jour J, le haut commandement allemand restait convaincu que l'invasion principale viendrait à Calais, car les Alliés utiliseraient forcément leur meilleur général pour l'attaque principale. Maintenant, ce meilleur général venait de prendre une grande ville allemande en défiant des ordres explicites, et son message était à la fois un rapport de situation et une provocation. « What do you want me to do? Give it back ?» Le sarcasme était évident. Patton disait en substance: vos renseignements se trompaient. Vos ordres se trompaient. Je les ai ignorés tous les deux. J'ai remporté une grande victoire. Et maintenant, qu'allez-vous faire? Eisenhower leva enfin les yeux vers son état-major. Passez-moi Bradley au téléphone. Quand Bradley répondit, la voix d'Eisenhower était maîtrisée mais tendue. Brad, je viens de recevoir le message de George au sujet de trêve. Pause. La ville que le chef estimait nécessitait 4 divisions. La réponse de Bradley fut diplomatique. Oui, George l'a prise avec des éléments de 2 divisions en moins de 48 heures. Perte légère, plus de 6000 prisonniers. Les Allemands se sont effondrés plus vite que prévu. Et le message? Demanda Eisenhower. Bradley ne put s'empêcher de rire. Du pur George. Il n'a pas pu résister. Eisenhower ne rit pas. Il était le commandant suprême de la plus grande opération militaire de l'histoire, responsable du maintien de l'unité de la coalition entre forces américaines, britanniques, canadiennes et françaises. Chaque décision avait une dimension politique. Montgomery était déjà sensible aux opérations américaines qui lui volaient la vedette. Les chefs d'état-major interalliés à Washington et Londres scrutaient chaque mouvement, et Patton venait de se moquer publiquement des estimations des renseignements du chef. Mais Eisenhower était aussi un soldat pragmatique. Trêve était prise. La victoire était réelle. Le coup était acceptable. Les avantages stratégiques étaient importants. Punir Patton pour avoir réussi démoraliserait la 3e armée et enverrait un mauvais signal aux autres commandants. Et les Allemands venaient de perdre l'une de leurs positions défensives les plus importantes à l'ouest du Rhin. Quelle est la situation actuelle? Demanda Eisenhower. Bradley passa en revue le tableau tactique. La 10e division blindée consolidait le contrôle de Trèves. La 94e d'infanterie éliminait les dernières résistances. Les génies réparaient déjà les ponts sur la Moselle pour les colonnes de ravitaillement. Le 20e corps de Walker pouvait maintenant avancer vers la Sarre. La prise de la ville avait créé des opportunités pour tout le secteur sud. Eisenhower prit sa décision. Dites à George, bon travail pour Trèves, mais dites-lui d'arrêter les messages sarcastiques. Je n'ai pas besoin de son esprit. J'ai besoin de ses victoires. Bradley sourit. Je lui transmettrai, hic. Après avoir raccroché, Eisenhower revint à ses cartes. Patton l'avait encore fait, accomplir l'impossible par pure audace et génie tactique. La 3e armée était désormais en position de lancer l'offensive sur la Sarpalatina, qui détruirait 2 armées allemandes et ouvrirait la route vers le Rhin. Eisenhower irait plus tard en racontant le message de Patton sur Trèves à d'autres commandants. Il devint l'une des communications les plus célèbres de la guerre. Mais sur le moment, le commandant suprême avait des préoccupations plus grandes. Le franchissement du Rhin par Montgomery était prévu pour fin mars. La guerre entrait dans sa phase finale. L'Allemagne s'effondrait. Et George Patton, malgré son insubordination et son sarcasme, restait indispensable. Quartier général du 12e groupe d'armée, Luxembourg. Le général Omar Nelson Bradley reposa le téléphone après avoir parlé à Eisenhower et se tourna vers son état-major. « Messieurs, le général Patton a pris Trèves avec 2 divisions. Le chef en estimait 4.
Il demande si nous voulons qu'il la rende. La salle éclata de rire. Tous les officiers présents connaissaient la réputation de Patton. Ils connaissaient aussi ses résultats. Depuis que Bradley avait pris le commandement de toutes les forces terrestres américaines en Normandie, la troisième armée de Patton avait été sa formation la plus constamment performante. Pendant que d'autres armées avançaient méthodiquement, Patton exploitait les percées, encerclait les forces allemandes et libérait des territoires à des vitesses qui faisaient la une des journaux dans le monde entier. Mais la relation de Bradley avec Patton était compliquée. Ils avaient été camarades à West Point, à des promotions différentes, avaient servi ensemble dans l'armée d'entre-deux-guerres et combattu ensemble en Afrique du Nord et en Sicile. Bradley avait été le subordonné de Patton en Sicile, puis était devenu son supérieur en France, un renversement que Patton n'avait jamais pleinement accepté. Bradley était méthodique, prudent, sensible aux réalités politiques. Patton était impulsif, agressif et politiquement maladroit. Bradley prit un bloc-message et commença à rédiger sa réponse. Il devait reconnaître l'exploit de Patton sans encourager davantage d'insubordination. Il devait satisfaire Eisenhower tout en maintenant l'esprit combatif de Patton. Et il devait donner à Patton ses prochains ordres avant que ce général indépendant ne décide lui-même de la suite. Le message disait « Félicitations pour la prise de trêve. Bien joué. Ne la rendez pas. Élargissez la tête de pont et préparez-vous à de nouvelles opérations vers la Sarre. Divisions supplémentaires affectées au 20e corps. Attendez de nouveaux ordres avant d'avancer au-delà des objectifs actuels. » La dernière phrase était cruciale. Bradley connaissait la tendance de Patton à interpréter les ordres de manière créative. Une défense agressive était devenue une offensive à cette division. Une reconnaissance armée avait pris la plus ancienne ville d'Allemagne. Maintenant, Bradley devait s'assurer que Patton ne décide pas seul de lancer une campagne à travers la Sarre et dans le Palatinat avant que le haut commandement n'approuve. Quand le message de Bradley parvint au quartier général de la Troisième Armée, Patton le lut avec satisfaction. Bien joué, de la part de Bradley, était un éloge rare. Ne la rendez pas, montrait que son supérieur avait de l'humour face à la situation. Et préparez-vous à de nouvelles opérations, signifiait que Bradley pensait déjà exploiter la victoire de trêve. Patton convoqua ses commandants de corps. Le général de division Walton Walker, dont le 20e corps avait pris trêve, arriva le premier. « Félicitations !» 3. Dit Patton en utilisant le surnom de Walker. Vous venez de prendre une ville que le chef disait impossible. Maintenant, j'ai besoin que vous refassiez l'impossible. Patton exposa sa vision. Trêve n'était pas l'objectif. C'était le point de départ. Le vrai prix était la région Sarpalatina, le cœur industriel de l'ouest de l'Allemagne. Si la Troisième Armée pouvait avancer rapidement depuis Trêve, traverser la Sarre et pousser vers le sud-est en direction du Rhin, elle pourrait piéger deux armées allemandes entières, la 7e et la 1re, dans une poche. Ce serait le plus grand encerclement depuis Falaise. Mais il avait besoin de l'approbation de Bradley. Et Bradley avait besoin de celle d'Eisenhower. Et Eisenhower était occupé à gérer les plans élaborés de franchissement du Rhin de Montgomery. Alors Patton fit ce qu'il faisait toujours. Il prépara l'opération qu'il voulait mener, positionna ses forces de manière optimale et attendit le bon moment pour la proposer. Le 5 mars apporta ce moment. Eisenhower, satisfait des progrès généraux et conscient de l'opportunité créée par la prise de trêve, autorisa Bradley à ordonner à Patton d'avancer dans le Palatinat. Le message de Bradley à Patton fut de 3 mots. « Prenez le Rhin ». Patton n'avait besoin d'aucun autre encouragement. Le 13 mars, il lança l'offensive Sarpalatina. Ce qui suivit fut l'une des campagnes les plus dévastatrices de la Seconde Guerre mondiale. Du 13 au 22 mars 1945, en seulement 9 jours, la Troisième Armée du général George Smith Patton Jr. mena une opération que les historiens militaires étudient encore comme un chef-d'œuvre de guerre mobile. Partant de Trèves et d'autres positions le long de la frontière allemande, 8 divisions de la Troisième Armée déchirèrent les défenses allemandes dans une campagne de vitesse, de violence et de coordination qui laissa la Wehrmacht chancelante. La 10e division blindée, qui avait pris Trèves, fonça vers le sud-est dans le Palatinat. La 4e division blindée, la formation préférée de Patton, tailla dans les arrières allemands. Les divisions d'infanterie nettoyèrent les positions fortifiées pendant que les blindés exploitaient les percées. La 7e armée du général Alexander Patch attaqua depuis le sud. Ensemble, ils créèrent une immense poche qui piégea les forces allemandes fuyant vers le Rhin. En ces 9 jours, la 3e armée de Patton captura 68 000 prisonniers allemands. Elle tua ou blessa 99 000 autres. Elle libéra 3 072 villes, bourgs et villages. Elle s'empara de 6 484 miles carrés de territoire ennemi.
Elle détruisit efficacement les 7e et 1er armées allemandes en tant que formation combattante. Et elle le fit en avançant de plus de 100 miles à travers un terrain difficile contre un ennemi se battant sur son sol natal. Le coup fut important, des milliers de pertes américaines, mais l'exploit était incontestable. La campagne Sarpalatina raccourcit la guerre. Des forces allemandes qui auraient pu défendre le Rhin pendant des mois furent brisées en 9 jours. Des installations industrielles qui auraient pu soutenir une résistance prolongée furent capturées intactes ou détruites. Et la 3e armée atteignit le Rhin le 22 mars, prête à le traverser. La prise de Trèves avait tout rendu possible. Cette ville, jugée trop coûteuse à attaquer par le chef, était devenue le point de lancement d'une des campagnes décisives de la guerre. L'audace de Patton à attaquer alors qu'on lui ordonnait de la contourner avait créé des opportunités que la planification méthodique n'aurait jamais atteintes. Le général Omar Nelson Bradley écrirait plus tard dans ses mémoires « George était un soldat magnifique. Sa vigueur était toujours contagieuse, son esprit acéré, à la fois stimulant et écrasant. Quand tout était en jeu, George était l'homme qu'il fallait avoir de son côté. » Il ne mentionna jamais explicitement le message « Give it back », mais l'incident incarnait tout ce que Bradley admirait et craignait chez son vieil ami, un instinct tactique brillant combiné à une veine d'insubordination. Eisenhower, dans ses réflexions d'après-guerre, reconnut la valeur unique de Patton. Interrogé sur les subordonnés difficiles, il déclara qu'il prendrait un Patton plutôt que 3 commandants conventionnels. Le commandant suprême avait passé la guerre à gérer les excès de Patton tout en exploitant son génie. Trèves en était l'exemple parfait. Patton avait violé les ordres, s'était moqué de ses supérieurs et avait remporté une victoire qui validait son jugement. Le message « Give it back » entra dans la légende militaire. Il apparut dans les mémoires historiques et les films. Il devint le symbole de l'opposition entre leadership agressif et prudence bureaucratique. Les jeunes officiers à West Point l'étudièrent comme exemple d'art opérationnel, comment le succès tactique crée des opportunités stratégiques. D'autres l'examinèrent comme cas d'école en relations civilo-militaires et limite de l'insubordination. Pour Patton lui-même, Trèves représentait une vindication. Après avoir été mis sur la touche pour les incidents de gifles, relégué à un rôle de diversion avant le jour J et constamment placé en priorité secondaire, il avait prouvé sa valeur par les résultats. Sa 3e armée était devenue l'étalon auquel on mesurait les autres formations. Ses méthodes reconnaissance agressive, exploitation rapide, coordination des armes combinées avaient révolutionné la guerre blindée américaine. Le 22 mars, quand les forces de la 3e armée traversèrent le Rhin en un temps record, Patton publia l'ordre général numéro 70 à ses troupes. Il y listait Trèves parmi les grands exploits de la campagne. Mais la ville signifiait plus qu'un nom sur une liste. Elle représentait le moment où l'audace triompha de la prudence, où l'action agressive créa des opportunités que la planification prudente n'aurait jamais pu obtenir. La réponse du général Bradley au message « Give it back » ne la rendait pas, était à la fois une plaisanterie et un ordre. Elle reconnaissait l'exploit de Patton tout en établissant que les victoires, une fois remportées, devaient être tenues et exploitées. C'était la réponse parfaite au message parfait, pragmatique, humoristique et stratégiquement solide. La plus ancienne ville d'Allemagne avait vu défiler les légions de César, les empereurs romains, les princes médiévaux et les occupants nazis. En mars 1945, elle fut témoin de l'audace américaine à son apogée.